GTR. Quand une voiture est sous cette appellation, ça annonce directement la couleur. Une version plus radicale, plus joueuse, plus dangereuse d'un modèle qui n'avait jamais demandé à l'être, et souvent, ces voitures se retrouvent inscrites dans notre mémoire à jamais, ayant dans chaque cas leur propre histoire. En pensant GTR, on pense à la Nissan GTR, que ça soit la R32, R33, R34 et même R35, probablement les plus belles et incroyables créations de Nissan, chacune d'entre elles ayant leur récit fantastique. La McLaren F1 GTR, se basant sur la meilleure voiture du monde qu'est la McLaren F1, a explosé les records ainsi que les championnats, lui donnant cette aura de voiture invaincue. Tout ce qu'elle a touché, elle y est arrivée. Du côté des Allemands, Mercedes avec son AMG GTR sort littéralement de son esprit luxueux pour laisser place à un monstre extravagant taillé pour la course. Mais Mercedes n'est pas le seul constructeur allemand à avoir fait une GTR. À vrai dire, des personnes l'ont fait bien avant, et ce toujours en gardant cet esprit. Sauf qu'ils y sont allés beaucoup plus fort. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici, pour cette GTR, celle de BMW. Mais cette merveille éphémère n'est pas apparue du jour au lendemain. Pour ça, il faut comprendre son origine en revenant aux racines de leur créateur. Avant que le sigle M devienne un symbole de finition aujourd'hui, ce sigle représente le département sportif de BMW, BMW Motorsport, qui fut fondé en 1972. La toute première badgée M était la BMW M1, une supercar destinée à la compétition. Suite à ça, d'autres M ont connu le jour, telles que la M535i, la M635 CSI et bien d'autres. En 1986, la première série 3 à être réellement préparée par Motorsport est la BMW E30, l'une des plus emblématiques de toutes. C'est simple, c'était une machine à gagner. Elle a écrasé le DTM, le championnat allemand de voitures de tourisme, mais aussi les 24 heures du Nürburgring et de Spa face à Mercedes et Audi. Je vous invite vivement à regarder celle de The Squid, lien en description. L'héritière de l'E30 est la E36. L'E36 aura sa version M3, elle est tout aussi incroyable en termes de technologie et garde la même philosophie, une berline familiale avec des capacités pas loin d'une voiture de course. On parle de voitures qui d'origine sont aussi performantes que des Porsche, que ce soit en termes de comportement comme la puissance. Cependant, elle n'aura pas autant de palmarès que sa grande sœur à cause d'une très forte concurrence en DTM. Car si d'origine une M3 équivaut à une 911, en compétition, tout est différent. Moteur, châssis, suspension, poids, tout est revu et travaillé jusqu'aux limites de ce qu'impose le règlement d'une course. Et là-dessus, les Porsche sont les plus performantes, surtout à un endroit en particulier, aux États-Unis. L'IMSA, cette série, c'est l'International Motorsport Association. Une dizaine de courses d'endurance réparties sur toute l'année. Si BMW se penche dessus, c'est pour une raison, l'image de marque. À ce moment-là, aux États-Unis, BMW a une image de voiture luxueuse et sportive, mais pas autant que Porsche ou Ferrari. Avec leur passé et expérience en sport auto, BMW a ses chances de conquérir ce championnat. Il y a seulement un obstacle, 911. Porsche et l'endurance aux États-Unis, c'est une longue histoire d'amour, mais surtout de domination depuis les années 70. Porsche 911 Carrera RSR, plusieurs victoires, 12 heures de Sebring et 24 heures de Daytona. Remportant l'IMSA en 73, Porsche 935, remportant l'IMSA de 76 à 79, la 962, 4 ans de domination, 911 GT1, GT2, GT3, la liste est très longue. BMW doit faire face à un constructeur monstrueux qui construit des voitures monstrueuses. Des voitures de série qui d'origine mettent une tempête à la plupart des voitures de la même catégorie. Et ce que doit battre BMW, ce sont des versions améliorées de pistes, préparées, allégées, déchaînées pour la victoire. Le 36 se battra au coude à coude contre les 964 RSR. C'est une voiture qui mérite franchement une vidéo à elle.
Alors que l'on s'approche du 3e millénaire, BMW va continuer la succession de la série 3. Après le 30, le 36, quelle est donc la suivante à votre avis? Le 46, en 1998. À peu près à la même période, l'IMSA va changer de dénomination et quelques règles. À partir de maintenant, il s'agit de l'ALMS, autrement dit l'American Le Mans Series. BMW va donc engager cette nouvelle série 3 en version M3 bien sûr, qui est bien plus performante que sa grande sœur. Pour que vous ayez un peu de contexte, le fonctionnement du classement est partagé en plusieurs catégories. LMP pour Le Mans Prototype, elles sont reconnaissables car ce ne sont pas des voitures homologuées pour la route et comme son nom l'indique, ce sont des prototypes, créés uniquement pour la course par les constructeurs qu'on connaît plus ou moins. On y retrouve Audi, Panoz et même BMW. Ces voitures sont les plus performantes du circuit. La deuxième catégorie, c'est GTS pour Grand Tourisme Sport. Cette fois-ci, les voitures sont basées sur des voitures de série. Pour la saison de 2000, Corvette et Dodge engageront leurs voitures respectives, la C5R ainsi que la Viper GTS R. Et la dernière, celle qui nous intéresse, les GT pour Grand Tourisme. Elle est très similaire à GTS, sauf qu'en GT, les modifications sont beaucoup moins permissives qu'en GTS. On y retrouve Porsche et BMW. Si le 36 tenait tête au Porsche, le 46 n'a donc aucun problème face à elle. Oui mais ça, c'est si des Porsche étaient restés les mêmes. Le 46 doit faire face à pire que ça. 1999, Porsche dévoile une nouvelle branche de 911, la branche GT3, qui globalement est la version sportive plus, comme si c'était pas assez, préparée par Porsche. La première GT3 à être expérimentée est la controversée 996 avec ses fameux phares en neuf. La 996 GT3 avec un moteur de 3,6 litres atmosphérique de 360 chevaux, le M96/76 tout droit dérivé de la Porsche GT1, victorieuse de sa catégorie des 24 heures du Mans en 1998. Le M96 est aussi dérivé du moteur de la Porsche 964. Cette victoire et 8 finishes à des 24 heures. Le M96 c'est pas un simple moteur de course, c'est une amélioration de savoir-faire depuis le milieu des années 80, fiable, puissant et équilibré. Les 996 GT3 avec leur M96 c'est juste pour la version de route. Sur la piste c'est une autre paire de manches, c'est non pas le M96/76 mais le M96/77 auquel la M3 doit faire face. Un chiffre en plus, c'est le même moteur modifié de celui d'origine qui faisait combien déjà ? 360 chevaux, le M96/77 en fait à présent 412. Il équipera les Porsche 996 GT3 R des vraies voitures de course. C'est l'ennemi à abattre sur la piste, plus légère, plus puissante, plus tout ce que vous voulez. Ça paraît presque impossible de battre cette erreur. Mais laissez-moi vous rappeler une voiture assez particulière qui a marqué les années 90. On parle même d'une des meilleures voitures de tous les temps, la McLaren F1. V12, moteur atmosphérique, 627 chevaux. C'était il y a plus de 30 ans, en 1992. Elle est restée pendant plus de 10 ans la voiture atmosphérique homologuée la plus puissante jamais conçue. Il a fallu attendre 2002 pour qu'une nouvelle voiture prenne sa place, la Ferrari Enzo. Le rapport avec Porsche ? Aucun. Mais si vous vous penchez sur la baie moteur d'une McLaren F1, vous pouvez voir un gros détail assez surprenant. Le moteur est en réalité un moteur BMW. On a donc un duel entre un constructeur qui a l'expérience du terrain depuis des années sans ne jamais avoir eu de réelle concurrence car trop fort, et un autre constructeur qui sort du développement du meilleur moteur de l'époque. Les choses commencent à devenir intéressantes. Le moteur de l'E46 est le S54. Un 600 lignes atmosphérique hurleur qui partage des caractéristiques avec son cousin qui équipe la McLaren F1. Il introduit le système double Vanos déjà présent sur certains modèles BMW auparavant et révolutionnaire pour l'époque, donnant plus de couple à bas régime et une allonge interminable dans les hauts tours. Un peu comme un VTEC Honda, mais le système n'est pas du tout le même. Malgré ça, le S54 reste moins performant que le M96 des Porsche. Différence qui va être, croyez-moi, ressentie. Quand la première course de la saison de la LMS commence, c'est aux 12 heures de Sebring, une des courses d'endurance les plus prestigieuses du monde. Elle prend place en Floride, sur une ancienne piste d'aéroport.
Je sais pas si par chez vous, dans votre ville, vous avez une vieille route où seulement les nids de poules sont réparés. À la fin, ça vous donne une mosaïque de béton irrégulière, et bah c'est exactement pareil sur ce circuit. Sauf qu'on n'est pas en ville, ici ça bombarde à 170 miles en ligne droite. La meilleure M3 finit 14e. Et jusqu'à la première place, le classement est uniquement composé de Porsche 996 GT3 R. La seconde course prend place en Caroline du Nord, à Charlotte. Sur la grille de départ, deux M3 sont au coude à coude en 6ème position. Une 36 de l'ancienne génération et une 46. C'est problématique, très problématique pour BMW. Déjà de une, qu'une voiture qui est une dizaine d'années soit mise en avant, il n'y a pas d'intérêt car elle n'est plus en vente. Et de deux, c'est le 46, la nouvelle génération de la série 3. C'est elle qui doit être mise en avant. Imaginez ça pour d'autres marques. C'est comme si aujourd'hui, en WRC, Hyundai engageait sa Hyundai de 2015. Même en F1, imaginez si vous en preniez une d'il n'y a ne serait-ce que 3 ans, aucune chance pour vous. La course commence à peine, spin de l'E46. Rien ne se passe comme prévu, le 46 est à la ramasse comparé au 996 et la M3 qui va leur tenir tête, c'est le 36. Deux explications possibles, soit le 36 est tout simplement exceptionnel, soit le 46 n'est pas encore mis au point. Malgré ce début de course chaotique, le 46 réussit à remonter 3ème aux 2 tiers de la course. Très honorable derrière une 996 et le 36. Oui, une voiture qui a 10 ans et devant des voitures qui sortent de l'usine, c'est lunaire. Le 36 garde la tête de la course, ou plutôt essaye, car dans le rétro, elle est suivie de près par les phares si reconnaissables des 996. Alors que la fin de la course approche, une voiture d'une autre catégorie, une Audi R8, arrive à pleine balle dans la chicane en fin de ligne droite, dépasse de justesse le 36 et la 996. Tellement juste que cela force le 36 à ne pas prendre cette chicane. Ne pas prendre cette chicane vous donne un tour de plus en guise de pénalité, c'est normal. Et le 36 perd donc sa première place. Ou peut-être pas. La direction de course, en voyant que le 36 ne pouvait pas tourner à cause de la R8, laisse passer l'incident. La course continue. Le 36 se bat mais la 996 la rattrape jusqu'à cette même chicane du tour d'avant. Rebelote, ne pouvant pas tourner à cause de la 996 qui s'apprêtait à la dépasser, elle retraverse la chicane comme si de rien n'était. C'est mort du coup. Et la direction? Même décision, pas de décision. La course continue avec le même classement. Il reste 5 minutes. Le 36 défend comme jamais sa position. La 996 lui fait extérieur, intérieur, extérieur, c'est magnifique. Elle prend finalement cette chicane avec une rapidité hors norme. Mais l'inévitable se produit. Il reste 3 minutes. Extérieur, la 996 prend la tête. Tout ça à cause de cette petite différence de chevaux entre les BMW et les 996. On a beau dire que c'est le pilote qui compte, mais en ligne droite, écraser l'accélérateur plus que l'autre ne changera rien. Le 36 est deuxième, à un podium inimaginable, et c'était son dernier. Il est temps de laisser place à le 46. D'ailleurs, on n'en parle pas depuis tout à l'heure, mais où elle est cette 46 ? Elle doit être dans le fond ou un truc du genre 4ème ? C'est pas de la merde ça. Les deux manches suivantes sont les 500 mètres de Silverstone et les 1000 km du Nürburgring. Silverstone est écrasé par les Porsche et au Nürburgring, Lucas Lohr et Dirk Müller dominent le reste du classement avec leur terrifiante 996 grise rougetée. La prochaine manche qui va nous intéresser, c'est à Sonoma, en Californie. Le circuit est tout l'inverse d'un circuit américain. Sinueux, vallonné, peu d'endroits où dépasser, dans une zone plutôt aride et chaude, usant les pneus beaucoup plus rapidement. Bref, c'est un circuit très éprouvant pour les voitures comme pour les pilotes. 3 M3 sont engagés sur cette manche. Départ sur la grille, la 996 numéro 5 de Dirk Müller et Lucas Lohr vont avoir une nouvelle vision dans leur rétroviseur. Des Angel Eyes de BMW, la numéro 7. 5 minutes s'écoulent. L'écart depuis le départ entre la 996 numéro 5 et la M3 numéro 7 ne s'est pas creusé. 10 minutes, même situation. 20 minutes. 30 minutes. 40 minutes. Dans un virage, l'autre M3 numéro 10 qui était jusque-là 4ème est dans le bac à gravier. Elle n'a pas de choc, ne fume pas, mais ne bouge pas.
Tous les espoirs se reposent sur la M3 numéro 7, conduite par Boris Said et Hans Stock, qui sont toujours en train de chasser la 996 de Müller et Lourd. Ça fait plus d'1h30 que la situation est la même. Un arrêt au stand est nécessaire pour les deux voitures, c'est ici où le dépassement peut s'effectuer. Said s'arrête en premier et au changement de pilote, ce qui va leur faire perdre du temps, c'est la taille des pilotes. Stock est plus grand que Said et le fait de modifier le siège leur fait perdre de précieuses secondes. Ça paraît pas grand chose, mais sur une course aussi serrée que celle-ci, la moindre demi-seconde est importante. La M3 repart, tandis que la 996 arrive dans les stands. Pit stop parfait, elle repart comme une fusée, mais Stock, qui vient tout fraîchement d'arriver sur la piste avec la M3, bombarde et réussit à rattraper le retard pris à cause de cette histoire de siège. Retour à la case départ. La chasse continue pour la numéro 7. 1h25. 1h40. 2h. Imaginez d'envoyer au maximum, de donner tout ce que vous avez et de voir qu'après plus de 2 heures, l'écart entre vous et votre adversaire n'a pas changé, ne serait-ce qu'une seule fois. La pression mise par Said et Stock est phénoménale. Après plus de 2h20 de course, sortie de virage, intérieur, la numéro 7 est en tête. Il reste 25 minutes de course. Stock creuse l'écart de plus en plus. Il reste 10 minutes de course, 19 secondes d'avance sur le deuxième. C'est bon, c'est la M3 pilotée par Said et Stock qui remporte la première place, la première victoire pour une M3 E46 à la LMS. But today, I mean, the Porsche had no chance. I mean, it shows the Porsche is only fast on the straight. It's a car for ladies, and we are the men. We beat them in the corner. That's Anyone VW. can drive fast up the straightaway. Real men drive in the corners. Ah là là, le trash talk fait partie de la compétition. C'est marrant d'entendre ça, mais pas pour tout le monde. Visiblement, les directeurs de course étaient pour Porsche, car après cette bataille, le 46 numéro 7 est disqualifié pour avoir utilisé un plus gros réservoir d'essence, plus gros de 2 litres, leur ayant peut-être permis de ne faire qu'un seul arrêt au stand. C'est un peu dégueu, surtout après cette bataille qui a duré plus de 2 heures sur un circuit très exigeant. Sur les 3 E46 engagés, la meilleure au classement est donc 3ème. Premier podium avec le 46, mais pas à la bonne place. Direction au Canada, à Mosport, un vieux circuit de 40 ans composé du goudron de l'époque qui ne grippe pas bien, surtout quand il pleut. Très difficile aussi, à cause de ses virages très longs sans visibilité, il est réputé pour son virage Moss, en haut d'une montée qui tourne sec. Jackie Stewart, une légende de la F1 des années 70, dira même que ce virage est le plus dur et le plus dangereux du monde. Rien que ça. 2 E46 sont qualifiés en 3ème et 4ème position, la numéro 10 et la numéro 7. La course commence, le ciel est couvert. Quelques minutes après le départ, des gouttelettes se forment sur la caméra, la pluie arrive. Une Porsche perd le contrôle dans le virage Moss, percutant une autre Porsche. Drapeau jaune, les voitures reviennent au stand pour changer leurs pneus et c'est alors que dès que revient le drapeau vert pour le nouveau départ, une panose de la catégorie LMP part en tête à queue, ainsi qu'une autre Porsche au même endroit. Et forcément, à un moment, c'est au tour de BMW. La numéro 6 ne peut plus bouger, drapeau jaune. La course est chaotique. Il y a des incidents dans toutes les catégories. Dès que le drapeau vert est levé, d'autres voitures se crachent et c'est re-drapeau jaune plus safety car. Au final, une Porsche est devant, bien devant le 46 de Said et Stock. Ne réussissant pas le même exploit qu'à la course d'avant, c'est une 2ème place pour BMW. Même s'il n'y a pas eu de combat serré, on passe de 3ème à 2ème. Il y a du progrès. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Hans à Mosport ? Comme quoi le 46 est une voiture pour les virages et pas pour les lignes droites. Privilège qui serait attribué au 996. Sur le prochain circuit au Texas, la moitié est un circuit normal, l'autre moitié est une portion de NASCAR. Un bel ovale bien droit où les Porsche tracent. Point faible de l'E46, point fort de la 996, peu importe. Les 996 ont l'avantage sur ce genre de circuit, le 46 se retrouve 6ème en fin de course. 10ème round, Laguna Seca. Pas de moitié de circuit de NASCAR. C'est ici que BMW peut remporter sa seule et dernière victoire. Bienvenue au premier tour. En entrée, je vous propose un tête à queue d'une BMW de la catégorie LMP au premier virage. Pour le plat, voilà une M3, la numéro 6 qui a subi un bel accident au niveau de l'aile avant droite. Et en dessert, la Corvette numéro 4 avec son pare-choc arrière qui s'arrache. La course commence et 4 Porsche sont devant.
La numéro 5 de Lohr et Müller prend la tête assez tôt. Ça risque d'être compliqué. Cependant, quelques minutes plus tard, la numéro 5 va subir un choc sur la piste, rendant complètement HS la suspension avant droite de la caisse. Elle repartira sur la piste une vingtaine de minutes plus tard, faisant remonter les autres au classement. La Porsche numéro 52 est désormais devant, suivie par la numéro 51 ainsi que la numéro 23. La numéro 7 quant à elle est quatrième, mais depuis le début de la saison, les Porsche ont été améliorées. Elles tiennent mieux dans les virages qu'avant et la M3 de Hans et Stock peine à rattraper le leader. Il faudrait un peu de chance. La numéro 52 va prendre du retard. La numéro 51 prend la tête et aura un problème. Le pit stop de la numéro 23 sera lent, la M3 la rattrape et la dépasse. C'est fini, la numéro 7 est sur son terrain et met une avance à ses concurrentes. Cette fois-ci, BMW gagne et pas d'excuse de triche, ils mettent fin à la chaîne de victoires de Porsche. GT winner, Hanstock and Borisset combine to bring that thing. That now ends Porsche's 13 race in a row win streak. Et après ça, retour à la routine. Plus de victoires pour la M3. Il s'est passé des choses formidables au cours de cette saison. Cependant, derrière toutes ces batailles incroyables racontées dans cette vidéo, je vous ai épargné des manches où il ne s'est rien passé. Autrement dit, quand Porsche gagnait de loin, soit plus de la moitié des courses. À vrai dire, sur 12 courses, BMW n'est arrivé qu'une fois premier. Mais ils ont vu le mur infranchissable faiblir. Ils sont sur le point de le casser. Vous le savez tous autant que moi, la M3 E46 n'est pas au niveau de la 996 GT3. Porsche a battu une fois de plus son unique concurrent, sans difficulté. Que se passe-t-il quand vous perdez? Vous voulez une revanche? Que se passe-t-il quand un constructeur perd là où il veut gagner? Que se passe-t-il quand ce constructeur en question vient de se relever d'une crise financière, abandonne son programme LMP pour se concentrer sur la catégorie GT et que ce constructeur a construit le moteur de la meilleure voiture du monde? En 2001, BMW va revenir avec une vengeance, une véritable arme de guerre homologuée. Prendre le règlement à l'envers. La voiture doit être basée sur une voiture de production? Pas de problème, c'est pas marqué combien de voitures il faut produire. Même encore mieux que ça, il suffit de promettre que la voiture va être produite et sur un malentendu, ça passe. Et quoi de mieux qu'un V8 pour séduire les Américains? Bienvenue dans le plus grand délire de BMW, la M3 GTR. Par manque de temps, la GTR ne participera pas à la première manche au Texas. Elle arrivera au deuxième round, Team Schnitzer financé par BMW. GTR numéro 42, conduite par Jörg Müller et Jirki Johanni Jarviletto ou simplement Gigi Letto. Anciennement les deux pilotes de BMW en LMP l'année précédente, ils ont l'expérience d'une voiture 2 fois plus performante et ils connaissent les circuits. GTR numéro 43, conduite par Fredrik Ekblom, plusieurs fois champion au championnat de Suède de voitures de tourisme sur sa terre respective, ainsi que Dirk Müller, le pilote qui a remporté la LMS de 2000 avec Porsche. Team Prototype Technology Group, GTR numéro 6, Boris Seid et Hans Stock, qu'on ne présente plus. Et pour finir, la GTR numéro 10, conduite par Bill Oberlen et Niklas Johnson. Sauf que c'est une mise en scène. Parmi les 4 BMW, seulement la numéro 42 est une GTR. Cette manche des 12 heures de Sebring est en réalité un test pour l'expérimenter. La course commence et les yeux sont rivés sur cette nouvelle M3 qui commence derrière les Porsche de l'équipe d'Alex Job Racing, une des principales teams rivales des BMW. Tout de suite, cette M3 se différencie des autres de par sa vitesse. Elle est rapide, très rapide, rattrape la Porsche numéro 23 qui est en tête. À ce moment-là, aucune M3 n'aurait pu faire ça sans ce nouveau moteur. La GTR est au-dessus de tout le classement. Elle est inarrêtable dès le début. Il y a une faille. Ce V8, il est génial.
il est puissant, il est souple, il a une sonorité envoûtante et il consomme beaucoup. Tandis que la GT-R creuse l'écart avec la Porsche numéro 23, ses arrêts au stand sont plus fréquents. Un arrêt au stand, c'est entre 40 et 60 secondes, plus le temps de rentrer et de sortir avec une vitesse limitée. Sur une course de 12 heures, ça compte énormément. Et même, ça compte pour n'importe quelle course en fait. La nuit commence à tomber et à cause de ces arrêts au stand supplémentaires, la GT-R se retrouve derrière la Porsche de lourd. Et depuis le début, un des phares de la GT-R ne marche pas. C'est tout bête comme problème, mais ça veut dire qu'un dépassement sur la droite est impossible car pas de visibilité. Sauf que le réel problème, c'est les arrêts au stand. Et même avec ça, après 7 heures de course, la GT-R est toujours proche de la première place. Mais dès qu'elle l'atteint, un pit stop est nécessaire. Et un durera plus longtemps que les autres, quand il a fallu changer des plaquettes de frein. C'est plus de 2 minutes de perdu. À 11 heures de course, la Porsche numéro 23 a 49 secondes d'avance sur la Porsche numéro 22. La GT-R numéro 42 est en 3ème position à la fin de la course. Ce qui reste vraiment prometteur pour sa première apparition, surtout en regardant le début flagrant de cette course. Direction l'Angleterre, à Donington. Alors oui, c'est une série américaine, mais certaines courses se passent en dehors de l'Amérique. Cette fois-ci, ce n'est pas une, mais 2 GT-R engagées par BMW. Sur la grille de départ, la numéro 43 est devant, tandis que la numéro 42 est tout derrière. La GT-R en tête ne va pas hésiter à mettre une avance dès le début à la Porsche qui la précède. Pendant ce temps, la numéro 42 va survoler le bas du classement jusqu'à faire une remontada en 3ème position. Mais alors que cette GT-R arrive enfin au niveau de la Porsche numéro 23 de lourd, un problème survient pour la leaduse. Sur les 8 cylindres du moteur, seulement 5 tournent correctement. L'origine du problème étant non pas mécanique, mais électrique. Une vraie BMW finalement. Et comme si ça ne suffisait pas, la numéro 42 qui avait si bien commencé dysfonctionne aussi. Un avertissement lui a été reproché par la direction de course lui disant de faire attention. C'est maintenant 36 secondes de retard pris sur la Porsche numéro 23. Peu après, la numéro 43 revient enfin en course, et des problèmes s'enchaînent. La numéro 42 surchauffe trop, les injecteurs injectent trop d'essence qui enflamme l'échappement une fois de plus, dû à un problème électrique. Quand il reste 1 heure de course et que vous avez 6 tours de retard, c'est compliqué de remonter. Les 2 GT-R arrivent 10e et 11e, en gros presque dernier devant une seule Porsche. La défaite fait mal pour BMW. Même en ayant construit une arme censée tout gagner, il n'y arrive pas. Cependant, ces échecs sont nécessaires. Rappelez-vous, la voiture n'est pas fiable, la gestion du carburant est horrible. Ils savent quoi faire pour rendre cette arme létale. 20 mai 2001. Espagne, Jarama. Aux qualifications, la GT-R numéro 43 a fait le meilleur temps en GT. La GT-R numéro 42 a fait le 2e meilleur temps en GT. La course commence et les GT-R maintiennent leur place, suivis de près par les Porsche dont la numéro 23. Cette fois-ci, les GT-R n'arrivent pas à devancer les 996. Sauf que les 996 n'arrivent pas à dépasser les GT-R. C'est la spécialité du circuit de Jarama. Il est très sinueux et c'est très difficile de dépasser. Mais quelque chose a changé dans l'air. Les GT-R s'en sortent incroyablement bien. Pas de problème électrique, arrêt au stand maîtrisé, plus de surchauffe. C'est au tour de Porsche de ne pas avoir de chance. C'est la ligne droite pour BMW, avec à la fin 9 secondes d'avance sur la meilleure Porsche. Et une fois la machine lancée, elle ne s'arrêtera plus. Retour aux États-Unis à Sears Point. Ce n'est pas 2, mais 4 GT-R qui sont sur la ligne de départ. 2 de Schnitzer et 2 de Prototype Technology Group, ceux qui couraient anciennement avec les M3 classiques. Les 4 GT-R se sont qualifiés, numéro 43, première, numéro 10, deuxième, numéro 6, troisième, numéro 42, quatrième. On trouve donc les 4 GT-R en tête de grille du classement. On retrouvera les 4 GT-R à la même place du début à la fin. Aucune Porsche ne dépassera de GT-R à cette manche, c'est une domination écrasante.
Porsche prend des coups et ne sait pas comment les rendre. Maintenant, je ne pense plus que ma narration va vous servir à quelque chose, car si une voiture de l'époque est tant légendaire dans l'esprit des gens, c'est bien pour une raison. Rien n'aura arrêté les GT-R depuis Jarama. Elle fait polémique à cause de son moteur largement plus puissant que le M96 des Porsche, aussi à cause du très peu nombre de versions routières homologuées, aussi à cause de tout en fait, de toute la voiture. Chaque course qui passait, Porsche réclamait encore et encore comme quoi la voiture n'était pas une voiture de série, mais un prototype, et c'était vrai. BMW a annoncé 10 modèles disponibles à la vente en fin de la saison. Aujourd'hui, on ne sait pas réellement combien en ont été produites. On sait seulement qu'au moins 5 de ces merveilles existent, certaines conservées au musée de BMW classique et d'autres achetées par quelques visionnaires chanceux de l'époque. Vendues à 250 000 € à l'époque, la rareté de ces voitures les rend inestimables. 6 GT-R ont été construites pour la course, 5 pour la route, soit 11 GT-R au total dans le monde. À la saison de 2002, les règles de l'ALMS imposent que les voitures de la catégorie GT soient produites au minimum à 1000 exemplaires. Inutile de vous dire le futur de la GT-R à la LMS. Ce qui a rendu la GT-R si connue, c'est ce jeu, que vous connaissez sûrement. Les Most Wanted pour beaucoup, c'est une enfance et une ouverture au monde des voitures. Surtout dans les années 2000, où le tuning est tellement tendance, avoir une 46 avec ses ailes de GT-R, un covering si reconnaissable et le bruit de son moteur a rendu tous les enfants et ados de l'époque amoureux de cette caisse. Et aujourd'hui, ces personnes qui y ont joué ont bien grandi et se souviennent toujours de cette légende. Pour beaucoup, Most Wanted est considéré comme le meilleur de tous les Need for Speed, y ayant moi-même joué, c'est objectivement un super jeu. Toutes ces polémiques, toute cette communication, toute cette culture, tout a été donné à cette voiture, ce statut que peu ont aujourd'hui et probablement qu'aucune nouvelle voiture ne pourra jamais avoir. Ces 11 exemplaires font de cette BMW probablement une des plus rares, si ce n'est la plus rare de toutes les BM dans l'existence de la marque. On entend des rumeurs, des témoignages dont on ne pourra jamais déceler le vrai du faux. Dans l'imaginaire collectif, on voit ce que c'est, quelque chose connu aux yeux de tous, adulé par certains, craint par d'autres, mais que personne n'a jamais réellement roulé, entendu ou vu de sa vie. C'est ça la définition d'une légende. Ce qu'on peut voir, ce sont des photos, des vidéos, des représentations et peut-être même dans certains temples, vous pourriez avoir la chance d'en voir une fois dans votre vie.